Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, le Parti pour le développement et la solidarité, PDS, apporte son soutien au président sortant, Ali Bongo Ondimba, pour la prochaine élection présidentielle du 27 août prochain. En Côte d'Ivoire, un témoin a livré des éléments très à charge contre l'ex-première dame Simone Gbagbo, mais les avocats de la défense condamnent ces accusations. Et puis au Cameroun, vous le verrez, de fortes pluies ont provoqué de graves inondations à Douala, la capitale économique du pays. Je vous le disais en titre, au Gabon, Ali Bongo Ondimba reçoit le soutien d'un des partis politiques de l'opposition, le mieux implanté dans la ville de Port-Gentil, pour l'élection présidentielle du 27 août prochain. Il s'agit du Parti pour le développement et la solidarité, PDS. Les détails avec Douglas Ntuntum, notre correspondant au Gabon. Le Parti pour le développement et la solidarité a décidé de soutenir la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août 2016. Ce parti politique d'opposition dite responsable estime que le candidat du Parti démocratique gabonais mérite de poursuivre les projets entamés. Nous avons pensé, si vous l'acceptez, que nous puissions vous accompagner dans la concrétisation de ce pacte-là. C'est le fait que nous avons vu dans ce pacte une partie de notre programme. Votre pacte social, c'est l'ADN du PDS. Et cette politique-là est une politique politique. Chacun a vu les efforts que vous avez déployés. Et nous permettrons de vous donner les rapports de notre congrès. Vous les lirez attentivement, vous verrez bien les raisons profondes. La deuxième raison que je vous ai dit, ce sont les réalisations. Aucun président au monde ne peut réaliser tout son programme en un seul mandat. Ça n'existe pas. Le candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba, a pris acte de ce soutien non négligeable dans la ville de Port-Gentil, réputé être le bastion de l'opposition, notamment celui de Jean Ping. Apporter haut et fort le flambeau de notre combat pour ce Gabon du troisième millénaire. Et donc, évidemment, avec la grâce de Dieu et votre volonté, j'accepte d'être votre champion pour la prochaine élection. La décision du PSD à Port-Gentil fait suite au soutien annoncé des partis d'opposition et ceux de la majorité républicaine pour l'émergence, tels que le CLR, l'ADR, l'UPG et le RDP. Rappelons que le PSD est le deuxième parti d'opposition à avoir souscrit à la politique du pacte de solidarité sociale prôné par Ali Bongo Ondimba. Un témoin gênant dans le procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, vient d'entrer en jeu. Cet ancien chef milicien a déclaré ce mardi, lors du procès, qu'elle aurait financé des groupes armés. Les avocats de Simone Gbagbo n'ont pas tardé à réagir. Ils réclament la publication d'un rapport psychiatrique de cet ex-chef de milice, Diarra Ndiaye. Des déclarations accablantes contre Simone Gbagbo ce mardi 28 juin au palais de justice du Plateau à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis le début du procès de l'ancienne première dame, un témoin, ex-membre du groupement des Patriotes pour la paix, a affirmé que Madame Gbagbo aurait financé des groupes armés lors de la crise électorale ivoirienne de 2010-2011. J'appartenais au GPP, une branche de la galaxie patriotique. Simone Gbagbo était la financière des Patriotes, dont le GPP. Le GPP est né dans le but de maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir. Notre rôle était de réprimer les manifestations de l'opposition pro-Ouattara de l'époque. Nous disposions de cartes professionnelles qui nous permettaient de porter des armes. Avec ces armes, nous intimidions les militants de l'opposition. Une cinquantaine de témoins sont attendus à la barre pour définir si oui ou non Simone Gbagbo est coupable des crimes dont on l'accuse. Jusque-là, ni les documents livrés par la partie civile, ni les premiers témoins n'étaient accablants. Depuis le début de son procès, l'ancienne première dame nie avoir une quelconque responsabilité dans les crimes commis en 2010 et 2011. Après ces dernières déclarations, ses avocats tentent de décrédibiliser le témoignage de Moïse Metromèche et réclament son analyse psychiatrique. Ce monsieur-là, il nous a été rapporté qu'il est déséquilibré mentalement et qu'il est manipulé. Il est gardé à la DST comme témoin particulier pour accuser à tort un certain nombre de pro-Gbagbo. Donc il est déséquilibré, il y a un rapport qui le dit. Nous avons eu vent de ce rapport-là, mais nous ne l'avons pas vu. Donc nous demandons à la Cour la production de ce rapport. S'il est avéré qu'il est déséquilibré, son témoignage ne peut pas être pris en compte. S'il n'est pas déséquilibré, en ce moment nous pouvons procéder à son audition. Tout ce que nous demandons, c'est juste pour dans un besoin de manifestation de la vérité. Et la Cour nous a suivis, contrairement à la position du parquet, la Cour nous a suivis et a décidé que son audition sera suspendue jusqu'à ce qu'on produise ce rapport.
Le président de la cour d'assises d'Abidjan, Bouaki Kouadio, a suspendu mercredi l'audition de cet ex-chef de milice au procès de Simone Bagbo et a réclamé la production des résultats de son rapport psychiatrique. L'audition du témoin à charge a été reportée au lundi 4 juillet 2016. En Guinée, la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a remis ce mercredi le rapport final de ses opérations d'échange avec les populations. Il s'agit d'un document de 300 pages contenant à la fois des avis des citoyens et les recommandations de la commission. Emmanuel Amilimono. Voici le document qui contient les avis des Guinéens sur le processus de réconciliation nationale à engager prochainement dans le pays. La commission provisoire de réflexion a bouclé ses travaux de consultation depuis le mois d'avril 2016. L'opération avait pour objectif de recueillir les avis des populations sur les mécanismes de mise en œuvre de la réconciliation. Ce document de 300 pages résume les frustrations des uns et des autres depuis les premières heures de l'indépendance jusqu'à nos jours. Notre pays ne peut prospérer en faisant fi de son passé qui n'a pas été un peu glorieux. Les contentieux des violations des droits de l'homme du passé ont un impact considérable sur notre volonté de vivre ensemble. Nous étions toujours battus pour cette réconciliation nationale. Aujourd'hui, qu'il y ait un rapport de réflexion sur cette réconciliation nationale, c'est dire qu'il y a un aboutissement à un combat de certains Guinéens. Nous souhaiterons que l'on ne fait pas la différence, la confusion entre les victimes et les bourreaux. La remise de ce rapport au président Alpha Condé marque un tournant décisif dans l'histoire de la Guinée. C'est la première fois que le pays décide de révisiter et d'assumer son histoire. Une histoire faite de douloureux événements qui ont causé du tort à plusieurs citoyens. En tant que président de la Guinée, j'assume toute l'histoire de la Guinée dans ses aspects positifs, mais surtout dans ses aspects négatifs. Un mort égale un mort. Si on veut rendre justice, il faut qu'on rende justice aux victimes du Campouaro, aux victimes de 85 à Guinée, à tous les autres victimes. Mais cela ne peut pas se faire si on ne se parle pas franchement. Il reste un défi majeur à relever. C'est celui de la mise en œuvre des pertinentes recommandations contenues dans ce document. J'espère que le président de la République va se retrouver avec son gouvernement, essayer de mettre en place les structures, se donner un calendrier pour la mise en œuvre de ces recommandations. Réconcilier les Guinéens devra passer, selon les recommandations de la commission de réflexion, par un véritable processus de dialogue, de vérité, de justice et de réparation. De 1958 à nos jours, plusieurs crises sociopolitiques ont endeuillé des familles et affecté parfois des communautés entières. C'est néanmoins pour la première fois que les populations se prononcent sur ces événements et les conclusions prouvent à suffisance la complexité de l'histoire du pays, mais surtout la détermination des uns et des autres à mettre ces douleurs sur la scène publique et en tirer toutes les leçons. En Égypte, l'analyse d'une des boîtes noires de l'avion d'Égyptair a confirmé le déclenchement avant le crash d'alertes signalant de la fumée dans l'avion. Des données qui sont susceptibles d'accréditer l'hypothèse d'une défaillance technique plutôt que d'un sabotage ou d'un attentat terroriste de l'avion qui s'est abîmé en mer Méditerranée le 19 mai dernier. À Douala, au Cameroun, la ville a connu des inondations ces derniers jours. De fortes pluies se sont abattues sur la ville, submergeant les routes. De nombreux dégâts matériels ont été notés, avec notamment la destruction d'habitations. Les sinistrés demandent la mise en œuvre de solutions durables par les autorités. Ibrahima Djoumaba. Douala sous les eaux. La capitale économique du Cameroun fait face depuis quelques jours à des pluies torrentielles. Ces averses ont fini par causer des inondations dans de nombreux quartiers. Plusieurs routes sont coupées par les eaux. Certaines habitations aussi ont été endommagées. On souffre quand même. Tu vois comment, depuis le matin, je suis là, je suis en train de travailler, enlever l'eau dans la maison. Oui, c'est jusqu'au niveau, si tu ne vois pas, ici là. On n'avait pas ce problème. Justement, quand on avait fini de faire cette route, comme vous le voyez là, et c'est depuis ce moment-là qu'on a commencé à avoir les problèmes comme nous avons ici au quartier. Parce que justement, après la route, ils n'ont pas fait le passage d'eau. Ils ont plutôt viré l'eau pour envoyer dans le lac.
Dans certains quartiers, les résidents se sont retrouvés coincés, incapables de quitter leur maison. Un plan d'urgence a été mis en œuvre par les autorités avec la mobilisation des pompiers et de l'armée. Toutefois, les sinistrés réclament des solutions durables face aux inondations. Mais il faut dire qu'après notre tour, on a eu à constater qu'il n'y a que Misoké qui est le point le plus touché, parce que c'est le seul endroit qu'on ne traverse totalement pas. Tous les autres, les gens traversent et vécu aussi traversent. On était à Bepanda, on était vers le niveau du hôpital général, on était vers la cité des palmiers. Et là, partout où nous sommes passés, les gens passent. Et comme le commandant a dit tout à l'heure, il n'y a plus personne qui est piégé. Tout ce qui était piégé, nous avons déjà fait sortir. Douala compte près de 3 millions d'habitants. Au mois de juin 2015, la ville avait connu de fortes inondations. À l'époque, 60 000 hectares de terre étaient endommagés et plusieurs milliers d'habitants déplacés. Les services de météorologie prévoient une plus grande fréquence des pluies cet été. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.